Alors le titre de mon intervention, peut-on réduire le divorce entre science et société? Donc c'est le titre qui a été donné. C'est un vaste programme. Hein. Et c'est d'autant plus un vaste programme que je vais m'efforcer, enfin vous allez le voir, d'en déconstruire tous les termes. Mais d'abord, il faut que je rappelle dans quelles circonstances, dans quel contexte j'ai été amené à me pencher plus particulièrement sur ce sujet. Il se trouve qu'en juin dernier, c'était en juin 2010, plusieurs écoles et universités françaises ont reçu de la part d'une structure qui s'appelle le Haut Conseil de la science et de la technologie. Et donc vous avez ici les photos lors de l'installation du deuxième conseil. Il y en a eu un, il y en a eu un deuxième. Cette installation du second Haut Conseil a été faite en janvier 2010 par le Premier ministre, François Fillon. Donc ce Haut Conseil a contacté un certain nombre d'écoles et d'universités pour aider les personnalités qu'il compose à réfléchir sur la question comment réduire le divorce entre science et société. Donc moi j'ai été contacté par la direction de l'INSA, c'est donc l'école où j'enseigne. J'allais presque dire pour plancher sur le sujet, parce que ça fait presque... Enfin en tout cas pour moi c'était comme une dissertation de terminale. Enfin je ne l'ai pas traité comme tel, mais donc j'ai réfléchi au sujet qui m'intéresse au premier chef. J'ai contacté des personnes de l'école et du presse d'ailleurs aussi, hein, pour m'aider dans cette réflexion. Et puis j'ai envoyé ce qu'on pourrait appeler un peu pompeusement un rapport. Et à la suite de ce rapport, j'ai été appelé à participer à monter à Paris, c'était au ministère de la Recherche, pour prolonger la réflexion que j'avais initiée et donc pour alimenter celle du Haut Conseil. Et là, je me suis retrouvé avec des personnes, les membres du Haut Conseil, dont le président est M. Jean Jouzel, hein, qu'on voit sur la diapositive, qui est prix Nobel hein, de la paix en 2007 avec Al Gore, célèbre climatologue français. Et je me suis retrouvé avec les membres du Haut Conseil et un certain nombre de gens invités comme moi, comme des conseillers de second niveau, de seconde zone, des gens de terrain. Enfin, alors, il n'y avait pas uniquement des enseignants, hein, il y avait aussi des personnes du monde de la presse, du monde de l'édition, du monde de la recherche. Et donc, moi, je représentais la philosophie. Et à ma grande surprise, je me suis retrouvé, et je ne trahis aucun secret là, hein, enfin, tout ce que je dis là, ce sont des débats qui sont publics, dont les comptes rendus, on peut les trouver sur le site internet du Haut Conseil. Je ne délivre aucun secret d'État. Hein. Mais je me suis retrouvé face à des gens qui se demandaient pourquoi ils avaient été l'objet d'une saisine. Pourquoi est-ce qu'ils avaient été interpellés par le politique ? Qu'est-ce qui avait poussé le Premier ministre à demander au Haut Conseil une réflexion importante, puisqu'elle qu'elle doit même pouvoir orienter la politique du gouvernement en la matière, hein. Donc, qu'est-ce qui a pu pousser le Premier ministre à interpeller des membres éminents, puisque dans ce Haut Conseil, on a des scientifiques de haut niveau, on a aussi des industriels. Et qu'est-ce qui avait pu le pousser déjà à diagnostiquer un divorce et à demander les moyens pour résorber ce divorce? Bon, alors, moi j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que beaucoup d'ouvrages parlait déjà de cette question bien avant la date de 2010, en fait, hein, celle où moi j'ai commencé à me pencher sur le... Alors si on peut même faire une espèce de parcours antichronologique, je me suis rendu compte qu'en 2003, une historienne et philosophe des sciences qui s'appelle Bernadette Bensot-Vincent avait publié un ouvrage remarqué intitulé « La science contre l'opinion, histoire d'un divorce ». Donc elle aussi, dans le titre de cet ouvrage très intéressant, elle utilise le mot divorce. Presque 10 ans plus tôt, un célèbre physicien français qui s'appelle Jean-Marc Lévy-Leblond a publié un ouvrage aussi très remarqué, hein, La pierre de touche. Et une des propositions clés de cet ouvrage consiste à dire « ça y est,
l'alliance est rompue, c'est ce qu'il écrit, entre la science et la démocratie. Presque 20 ans plus tôt, Bruno Latour, dans un livre intitulé « La vie de laboratoire, la production des faits scientifiques », annonce, donc 20 ans plus tôt, que ça y est, la sociologie a su montrer comment la figure du savant avait été désacralisée et que le travail scientifique avait perdu de son prestige d'autrefois. Vous voyez, ça ne date pas d'hier, mais on peut remonter encore avant. En 1979, Hans Jonas, philosophe allemand, celui dont on dit que ses travaux ont amené l'élaboration du concept de principe de précaution, utilise pour la première fois l'expression de science inquiétante. On n'aurait jamais eu cette expression au XIXe siècle. Allez, on remonte encore plus loin. 1967, le biologiste Jacques Monod. J'ai trouvé ça dans une revue qui s'appelait Raison présente. Je crois qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Le journaliste lui demande comment résorber le divorce entre science et société. On est en 1967. Et lui répond qu'il faut vraiment œuvrer pour restaurer l'image de la science comme, je cite, valeur suprême de l'homme. Et en fait, on peut remonter comme ça, au moins jusqu'à l'après-guerre. Et vous savez comment on appelle ce type de thèmes récurrents? On les appelle, dans le jargon des journalistes, on les appelle des marronniers. Comme chaque année, il y a les marronniers de la rentrée scolaire, là, ça revient. Et c'est cette persistance, cette réitération de la question qui pose problème. En fait, on a l'impression qu'il y a toujours eu divorce. Alors, quand est-ce qu'il y a eu mariage? Moi, j'ai envie de poser la question, quoi. Bon, alors, il est très important, pour la suite de ce que je voudrais vous dire, d'avoir très précisément les propos, enfin le texte exact par lequel le Premier ministre a interpellé le scientifique sur cette question. Alors, je ne vais pas reproduire l'ensemble de son allocution. On la trouve encore une fois sur le site du Haut Conseil. Vous tapez Haut Conseil Sciences et Technologies sur Internet. Vous avez l'allocution, première page. J'ai simplement sélectionné la fin de son allocution, donc c'est la deuxième diapositive. Bon, c'est un petit peu long, mais c'est vraiment important de la lire. Je me permets de la lire pour qu'on fixe bien les termes de la réflexion. Voilà ce qu'a dit le Premier ministre. Pour que notre pays tienne son rang parmi les grandes nations modernes, nous devons tout faire pour que sa croissance et sa prospérité s'appuient toujours davantage sur la recherche et sur l'innovation. Mais pour que l'engagement des scientifiques vienne s'incarner dans des choix politiques forts, encore faut-il que la voix du savant soit audible et qu'elle soit entendue. Et c'est tout le sens de l'installation de ce matin. Et voilà les points qui me semblent très importants, ceux qui suivent. Je voudrais mentionner notamment 2 réflexions, dit le Premier ministre, qui ont parcouru cette première réunion de travail. Premièrement, il nous est apparu que l'une des grandes responsabilités, et c'est moi qui ai mis en gras, est de rétablir un lien de confiance entre la science et la société, et de mieux articuler la notion de progrès à la complexité des attentes de nos concitoyens. Deuxièmement, et c'est là que la diffusion de la culture scientifique a tout son rôle à jouer, afin de conjurer les peurs irrationnelles, de promouvoir une vision de la science comme source de responsabilité et de liberté, et de rendre plus attractifs les métiers qui lui sont attachés. Et deuxième point, deuxième point, par ailleurs, il nous a semblé que le progrès était aussi lié au renforcement de l'interaction entre les disciplines scientifiques, un mouvement qui naturellement place en son cœur les sciences de l'homme et de la société. Alors, c'est très important de bien lire les textes parce que, et les mots qui sont employés par le politique, vous voyez dans cet extrait, et à aucun moment d'ailleurs, et dans aucune autre déclaration que j'ai pu lire dans la presse du Premier ministre, celui-ci ne mentionne le mot divorce. C'est important parce que dire rétablir un lien de confiance, ce n'est pas la même chose que dire résorber ou un divorce. Ce n'est pas tout à fait la même chose. D'autre part, comme vous le voyez à la fin de cette allocution, il est fait référence aux sciences humaines, ce qui, évidemment, laisse supposer que la question, ici, concerne les sciences dures, les sciences exactes. Lundi dernier, j'entendais quelqu'un au Mirail qui disait « oui,
celles qui sont concernées, ce sont non pas les sciences humaines, mais les sciences inhumaines. Beaucoup aimé. Enfin bon. Mais voilà, il faut bien cibler. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rétablir un lien de confiance entre la science et la société ? C'est d'autant plus important de rappeler cette expression, hein, cette formulation, qu'en réalité, dans les débats auxquels j'ai participé et dans les échos qui ont suivi, notamment tout ce que j'ai pu lire après, les termes employés par le Premier ministre n'ont pas été respectés. C'est toujours le mot divorce qui a été employé. Comme par une série de glissements sémantiques, c'est la question du divorce qui a pris le pas. Alors qu'encore une fois, le diagnostic et l'interpellation du politique parlent de rétablir un lien de confiance. Le mot divorce est beaucoup plus fort hein, que l'expression rétablir un lien de confiance. Le mot divorce prend acte d'une cassure véritable. Alors, moi j'ai cherché défiance. J'ai cherché dans le dictionnaire. Est-ce qu'on peut faire une différence entre défiance et méfiance ? Personnellement, moi j'utilise les termes de manière synonyme. Hein. Alors je suis allé voir dans le Littré et j'ai trouvé ceci. La défiance, donc c'est le Littré qui le définit, c'est la crainte, le doute qui fait qu'on ne se confie qu'après examen et réflexion. La méfiance fait qu'on ne se fie pas du tout. La défiance fait qu'on ne se fie qu'avec précaution. Et je rajoute les exemples que donne le Littré. Le méfiant croit qu'il sera trompé. Le défiant craint d'être trompé. La méfiance ne permettrait pas à un homme de confier ses affaires à qui que ce soit. La défiance peut lui faire un bon choix. Alors pourquoi j'ai voulu vous montrer cette distinction ? Parce que si on en croit le Littré, le terme défiance est un terme extrêmement mesuré finalement. Hein. Si on devait faire une hiérarchie, le mot divorce est le plus radical, et la méfiance un peu moins, et finalement le terme défiance permet de poser un diagnostic beaucoup moins sévère que ce qu'il n'y paraît. On se fie, mais avec précaution. Bon. Alors, comme c'est le mot divorce qui s'est imposé dans les discussions auxquelles j'ai participé à Paris, hein, avec les membres du Haut Conseil et les conseillers qui avaient été conviés, parlons d'abord du mot divorce. Imaginons que ce soit bien de divorce qu'il faille parler. Alors là aussi, réfléchissons. Hein. Donc, il faut filer la métaphore. C'est une métaphore. Hein. Si on dit qu'il y a un divorce entre la science et la société, avant même de se demander quels sont les signes qui pourraient montrer qu'il y a bien un divorce, il faut se demander quand il y a eu mariage. Là, je vais dire quelque chose qui peut peut-être vous choquer, mais j'ai beau chercher. Dans l'histoire des sciences et dans l'histoire tout court, je ne connais aucune période où l'on puisse parler d'un mariage entre la science, dans toute sa composante, et la société, et l'opinion publique. Alors, vous pourriez dire, ah mais, et le 19e siècle, toute la fin du 19e siècle, entre 1850 et 1900, on a dit que c'était l'âge d'or. Hein. Ce type de référence historique, d'un point de vue conceptuel, n'est pas rigoureux. Un philosophe vous dirait que pour qu'il y ait mariage, c'est-à-dire parfaite adéquation entre la science et l'opinion publique, entre la science et la société, il faudrait qu'il y ait une conquête complète de la rationalité scientifique auprès de l'opinion publique. Pour le dire plus simplement, pour qu'il y ait un vrai mariage entre science et société, au sens fort du terme et vrai du terme, cela signifierait que l'opinion publique, la société, ait rejeté tout ce que l'explication scientifique disqualifie, c'est-à-dire les pratiques irrationnelles, les superstitions, y compris le fait religieux, y compris la métaphysique. Alors quelqu'un a bien tenté cette disqualification. C'est un philosophe français qui s'appelait Auguste Comte. Fin 19e siècle, il a fondé, vous savez, ce courant qu'on appelle le positivisme. Il n'y a de vérité que scientifique. Mais le positivisme n'a pas triomphé.
En tout cas, pas chez les philosophes. Hein. Et pas dans l'opinion publique non plus. Donc si l'on admet qu'un vrai mariage entre science et société suppose la disparition de toute autre explication que celle que fournit la science, dans les domaines évidemment où elle peut fournir des explications, il n'y a jamais eu de mariage. Il y a eu des périodes, on peut le dire, hein, où la science a eu une image plus positive. C'est vrai qu'à la fin du XIXe siècle, en particulier, hein, il y a eu un âge d'or de l'image du savant. C'est l'époque où des ouvrages scientifiques se vendaient comme des best-sellers. C'est encore le cas aujourd'hui, hein, mais il faut se rappeler, à la fin du XIXe siècle, moi je me souviens comme ça d'avoir lu un ouvrage comme celui de Camille Flammarion, L'astronomie populaire. J'allais dire, il faisait mieux que... Comment il s'appelle mince. Hubert Reeves. Non, je ne pensais pas Hubert Reeves. Mais bon, voilà, il y avait un vrai succès. Hein. Bon. Voilà. Ça, moi, je dirais que c'est le cadre général. Maintenant, quelle est la méthodologie qu'on pourrait employer pour essayer d'approcher la question de manière cette fois plus conceptuelle? On va dire que tout ce qu'on peut dire sur la question des rapports entre science et société, étant acquis qu'on ne peut pas accepter ce terme de divorce, hein, tout ce qu'on peut dire sur ce thème doit faire appel à l'histoire des sciences, à la philosophie des sciences et à la sociologie. Moi, je voudrais m'appuyer sur une distinction qu'on fait en sociologie, qui a été reprise par la philosophie des sciences, qui consiste à dire qu'en gros, le débat auquel on est convié ici, on peut le situer à l'intérieur de deux options possibles. La première d'entre elles, et donc là c'est sociologique, hein, c'est une position dite internaliste, qui considère que les sciences sont des constructions intellectuelles très fortement autonomes par rapport au contexte socio-économique dans lequel elles se développent. En gros, d'après cette conception, l'opinion publique a peu de poids, sinon aucun dans la direction que prennent les recherches, qui sont commandées par une logique interne, sourde aux préoccupations de la société. Il y a davantage un dialogue, et vous êtes bien placé pour le savoir, hein, entre savants, parfois par-delà des siècles. Hein. En philosophie, on appelle ça dialogue des morts, quand les savants sont pas de la même époque. Hein. Par-delà les siècles qui les séparent, Newton dialogue avec Galilée, comme Einstein dialogue avec Newton, etc. Cette position dite internaliste, un philosophe français comme Louis Althusser avait l'habitude de dire, non sans une certaine ironie, hein, que c'est là la position naïve et inconsciente de la plupart des scientifiques. Bon. Il y a une autre position, et vous allez voir que cette autre position, elle rend possible, elle légitime une sociologie des sciences, qui affirme qui considère que le contexte historique, idéologique, sociologique et politique conditionne très fortement la naissance des sciences et leur production. Dans cette seconde option, il n'y a pas de rationalité ou d'objectivité scientifique pure. Alors, vous devez vous dire, mais on peut très bien concilier les deux. Considérer que la recherche, elle suit une logique interne et qu'elle est en même temps perméable aux sollicitations, aux pressions de la société. Mais moi, je voudrais attirer votre attention sur le caractère, là aussi, très radical de la deuxième option. Regardez la fin de la définition, conditionne très fortement la naissance des sciences et leur production. Dans cette deuxième option, on affirme que certaines sciences n'ont pu naître que sous l'effet de l'influence sociale, si on peut dire. Alors là, il y aurait... Bon, je ne vais pas trop développer ce point, mais cette thèse a été pointée notamment par Michel Foucault, qui a voulu montrer dans ses écrits, je pense Les mots et les choses par exemple, un ouvrage de 1966, mais dans d'autres ouvrages aussi, hein, Michel Foucault a voulu montrer par exemple qu'il n'y aurait pas eu le développement des sciences humaines, psychologie, la psychiatrie aussi, hein, la sociologie,
sans un contexte historique particulier, celui de la fin du XIXe siècle, en adéquation avec une recherche politique d'un plus grand contrôle des individus. Ce que lui, Michel Foucault, appellera dans un de ses derniers ouvrages le biopouvoir. Dans les années 50, une école de philosophie qui s'est appelée elle-même philosophe et sociologue, qui s'est appelée l'école de Francfort, avec des personnes comme Adorno ou Horkheimer, ont validé cette hypothèse et ont accusé les sciences humaines d'avoir été instrumentalisées, et ce dès leur naissance, par certains pouvoirs politiques. Donc la deuxième thèse, là, elle est radicale et presque exclusive de la première. Bon. Finalement, si on suit la deuxième hypothèse, celle qui est évidemment la plus heuristique pour les sociologues, on assiste, comme par une pente naturelle, à une désacralisation de la pratique scientifique. Et pour le dire autrement, si on admet la deuxième option, le savant n'est plus une figure sacrée. La science est un champ social comme un autre, une pratique sociale comparable aux autres, soumise à des impératifs de productivité, de rentabilité, avec ses luttes de pouvoir, ses codes, ses conflits internes, ses intérêts corporatistes, ses luttes d'influence, son langage propre. Tout ce que le sociologue français Pierre Bourdieu avait appelé habitus ou habitus, un terme qui désigne finalement la couleur d'un champ social donné. Bon, je ne dois pas vous cacher que c'est la seconde option qui a été privilégiée évidemment et par les sociologues, puisqu'elle rendait possible leur discours, mais aussi par la philosophie. Hein. Et cette seconde option nous apprend, et j'aime beaucoup cette phrase de Bernadette Vincent Bensod qui dit que la sociologie nous apprend que la science n'a que l'opinion qu'elle mérite. La sociologie et l'histoire des sciences, pour illustrer cette proposition, nous dit qu'en fonction des époques, évidemment, la relation avec la société n'était pas la même entre le savant et le corps social. Hein. Prenons le XVIIe siècle. Sans vouloir être caricatural, on nous dit, voilà, au XVIIe siècle, la science ne s'adresse pas à la société. Elle s'adresse à une petite partie de personnes, à des princes. Elle s'adresse aux bourgeois. Et puis surtout, elle s'exhibe. La science se donne en spectacle. Spectacle offert aux princes, aux gouvernants. Les expériences sont l'objet d'un spectacle. En tout cas, beaucoup d'entre elles, hein, avec des protocoles expérimentaux peu ou mal définis. Alors moi, j'ai cherché des exemples hein, qui pourraient illustrer cette idée que la science se donne en spectacle et qu'elle est une science de salon. Je sais que l'expression est péjorative, hein, mais c'est comme ça qu'on présente souvent les choses. Hein. Alors j'ai trouvé un exemple célèbre, en septembre 1611 par exemple, au cours d'un repas organisé par le duc Cosme II de Médicis. Une célèbre controverse sur les raisons qui font que la glace flotte sur l'eau oppose Galilée à un autre savant, Ludovico delle Combe, grand professeur de la ville de Pise. Il y a carrément une bataille, enfin on fait l'expérience devant le duc de Côme hein, pendant le repas, et c'est Galilée qui gagne. Il fait l'expérience et il montre que son explication, différence de densité entre les deux éléments, est à l'origine de ce phénomène. Bon. Alors là, je vous ai fait une capture d'écran en fait, d'un téléfilm qui était passé. Hein. Je ne sais pas si on la voit bien. On voit, en fait, là, ce n'est pas Galilée qu'on voit, c'est son adversaire. Et on avait apporté de cruche. Autre exemple que j'ai trouvé parmi beaucoup d'autres, hein, pour montrer cette science qui se donne en spectacle. Hein. Alors ça, c'est très célèbre. Hein. C'est la fameuse expérience des hémisphères de Magdebourg, hein, où il s'agit de montrer l'existence de la pression atmosphérique entre deux hémisphères dans lesquels le vide est fait à l'intérieur. Et cette fameuse expérience des hémisphères de Magdebourg, c'est un spectacle. Elle est faite par qui déjà ? Je ne me rappelle plus. Par un physicien allemand qui s'appelle Otto von Guericke. Et elle est réalisée devant
tenez-vous bien, l'empereur Ferdinand III et l'Assemblée des princes noblesse du Saint-Empire. Bon, l'expérience montre que... Pardon. L'expérience montre que si on met simplement 2 chevaux de chaque côté, comme vous le voyez sur le dessin, ils n'arrivent pas à séparer les 2 hémisphères. On en rajoute encore 2 autres, toujours rien. À la stupéfaction générale, la pression atmosphérique qui rapprochait les 2 hémisphères était telle, je cite, que 16 chevaux, donc 2 attelages de 8 chevaux de part et d'autre, suffirent à peine à séparer les 2 hémisphères. Bon. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée selon laquelle la science est un spectacle. Elle s'offre en spectacle. Je pense que tout le monde m'accordera qu'on ne peut plus dire ça aujourd'hui. Et dans l'imaginaire public, la science se donne pas en spectacle. Enfin, on ne va pas présenter ses expériences devant le Premier ministre ou le Président. C'est vrai qu'on fait des communiqués de presse, mais après, quoi. La science, en tout cas pour l'imaginaire public, alors est-ce que c'est vrai ou pas, la recherche se fait dans les laboratoires, elle se fait dans les laboratoires, elle se fait dans des lieux secrets, on ne rentre pas comme ça, il faut des codes, des cartes, enfin, en tout cas, évidemment, c'est très différent. Bon. L'âge de grâce de la science, la fin du XIXe siècle, c'était celle où un philosophe que j'ai déjà cité tout à l'heure, Auguste Comte, rêvait, lui, d'une science populaire. Qu'est-ce que ça veut dire, une science populaire ? Est-ce que c'est une science populaire, comme Abraham Lincoln disait, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ? Est-ce que la science populaire, c'est une science du peuple, par le peuple, pour le peuple ? C'est vers ça qu'il faut arriver dans cette réflexion, me semble-t-il. Mais sachez que c'était un des grands leitmotifs au XIXe siècle. Science populaire, astronomie populaire, famille Camille Flammarion. Pardon. Bon, ce qui est sûr, c'est que si on écarte le terme divorce, si on reprend la formule initiale du Premier ministre, à savoir restaurer une relation de confiance. Donc si on en vient à une formulation moins outrée, la question qui se pose est la suivante. Sur quoi se fonde ce diagnostic d'une défiance établi par le politique et présenté aux savants ? Parce que l'argument de dire ce thème est récurrent ne suffit pas. Une thématique peut être récurrente, elle n'est pas en elle-même un argument. Par quel canot, par quel signe, le politique peut-il dire à des scientifiques « Je vous demande de rétablir un lien de confiance entre science et société ». Est-ce qu'on peut mesurer ? Et est-ce qu'on peut faire des mesures ? Moi, j'ai envie de vous dire, on peut mesurer le divorce réel entre la science et la politique simplement par la mesure du taux d'abstention, et parfois des taux d'abstention records, qu'on trouve dans chaque élection. On peut mesurer la crise du religieux en France, en tout cas pour les églises catholiques au moins, par les chiffres précis liés à la crise de vocation des prêtres. En ce qui concerne ce climat de défiance, quels sont les signes qui permettent de le poser et de le mesurer ? Alors c'est là où intervient une deuxième déconstruction, après le rejet du mot divorce. Il apparaît très clairement, et là aussi ça a été signalé par les membres du Haut Conseil eux-mêmes, que derrière le mot science, le Premier ministre, le gouvernement mettait plein de choses. En fait, il mélangeait un peu tout. En fait, derrière le mot science, on désigne à la fois ce travail de théorisation-expérimentation à la science théorique, théorisation du réel, les applications technologiques et les produits manufacturés auxquels elles peuvent donner lieu, donc la technologie, mais aussi
allez, dans le même sac, le monde de l'industrie, qui programme ou qui oriente ses applications. Tout ce que le vocabulaire philosophique exprime en un mot qui ne plaît pas d'ailleurs à tout le monde, hein, et notamment il ne plaît pas au président de l'Académie des technologies, hein, il vous l'a fait savoir, un mot qui s'appelle technoscience. Les philosophes ne parlent plus de science, hein, c'est terminé. Technoscience, c'est-à-dire cet agglomérat ou ce conglomérat où le grand public et visiblement aussi le politique mélange tout. Alors, moi, je reviens au moment où j'ai participé à ces débats, et on s'est tous demandé, mais qu'est-ce qui a comme ça poussé le Premier ministre à poser cette saisine? Et la réponse nous a paru évidente. Alors, au moment où ces débats ont commencé, on n'avait pas eu cette reprise de la discussion ou polémique autour du nucléaire consécutif à ce qui s'est passé au Japon. Hein. Il nous a paru évident que c'était lié, que cette interpellation était liée à l'échec patent de la campagne de vaccination organisée par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus H1N1. Il y avait plein de vaccins sur les bras et on avait beau dire à la télé « vaccinez-vous », enfin vous vous en souvenez, hein. Vous ne pouvez pas allumer la télé au journal de 20h. D'abord, on nous annonçait des décès en des termes extrêmement affolants. Puis après, c'était pas manger, bouger ou manger 5 fruits par jour, hein, c'était vaccinez-vous. Bon. Alors on s'est dit, voilà, ça vient de là. Moi, j'ai lu à l'époque, je pense que vous aussi, des discussions qui se sont tenues sur les forums Internet, qui sont un des vecteurs de l'opinion publique, hein, où des personnes écrivaient de manière très outrancière, hein, que toute cette campagne, c'était pour enrichir les laboratoires pharmaceutiques, que c'était pour permettre au gouvernement d'écouler ses stocks de vaccins, il fallait bien en faire quelque chose. Plus encore, hein, certains sont même allés jusqu'à dire, et ça confine au délire, enfin, en tout cas, c'est quelque chose de très grave, hein, j'ai trouvé ça même sur des sites réputés sérieux, hein, que derrière cette campagne de vaccination, il y avait en réalité un complot. Le projet gouvernemental d'un géocontrôle exercé sur les individus par greffe sous-cutanée d'une puce électronique individuelle. Une puce RFID, je ne sais pas ce que ça veut dire RFID, mais c'est en anglais, mais enfin, capable de géolocaliser tout individu à tout moment. Bon. Alors, plus sérieusement, hein, ce qui a eu un effet désastreux sur l'opinion publique, ce qui a eu vraiment un effet désastreux, ce sont les batailles d'experts auxquelles on a pu assister dans les médias. Parce qu'on a vu, enfin moi je me souviens, hein, des médecins dire il faut se faire vacciner, d'autres non, il faut attendre, c'est pas si sûr. Et vous le savez, hein, dès que des scientifiques s'opposent dans les médias, l'effet est désastreux. Alors moi, il se trouve qu'à l'INSA, j'enseigne, en plus de la philosophie des sciences, une matière qui s'appelle psychologie sociale. Et un des grands thèmes de la psychologie sociale, c'est de nous rappeler que dès qu'une autorité, quelle qu'elle soit, se contredit, mais ça vaut aussi pour des parents qui se contredisent face à leur enfant, le père dit une chose, la mère une autre, l'enfant n'oublie pas. Dès qu'une autorité se contredit, elle brise un lien de confiance. Et dans le cours de psychologie sociale que je fais à l'INSA, moi je l'illustre par référence à un film qui s'appelle I comme Icare. Dans ce film français des années 80, dans ce film, il y a une séquence qui illustre très bien une célèbre expérience de psychologie sociale qui s'appelle l'expérience de Stanley Milgram, l'expérience de Milgram, du nom du psychosociologue américain de l'université de Yale, je crois. Vous la connaissez, cette expérience, hein, vous avez une personne, donc là c'est le monsieur qui est en civil, quoi, si je puis dire, à qui on fait croire qu'il doit poser des questions à une autre personne qui est en vérité un complice, hein, qu'on voit sur la deuxième diapositive, hein, celle de droite. Le civil, qui est un cobaye en fait, hein, ne sait pas que les décharges qu'il doit envoyer au complice sont fausses. En vérité, il n'envoie pas de décharge électrique, on lui fait croire ça. Mais l'expérience est la suivante, quand le complice ne répond pas juste à la question, le cobaye
doit envoyer des décharges, à chaque fois de plus en plus fortes, jusqu'à des décharges mortelles. Hein. Statistiquement, 60%, disent les chiffres, et puis ça se recoupe, hein, 60% des gens vont jusqu'au bout. C'est-à-dire, on voit les décharges mortelles, et c'est un chiffre qui revient. Enfin, c'est une statistique qui a été vérifiée, validée. Bon. Alors, pourquoi je vous parle de cette expérience? Parce que, à un certain moment de l'expérience, et c'est fait exprès, hein, le scientifique qui apparaît là, sur la première photo va être interrompu par un deuxième scientifique qui va dire « Oh là, il faut arrêter maintenant. Hein. » Et le cobaye, lui, quand il entend qu'il y a une espèce de dispute entre les deux scientifiques, qui ne sont pas d'accord, au lieu de prendre sur sa conscience morale ce qu'il aurait dû faire quand le premier scientifique était seul, va prendre prétexte pour arrêter l'expérience, mais son prétexte à lui ne va pas être que sa conscience morale lui dicte de ne plus appuyer sur les touches qui envoient des décharges. Lui va prendre prétexte sur le brouillage de l'autorité. C'est plus facile que de s'appuyer sur sa conscience morale. Sa conscience morale seule ne suffit pas à le faire arrêter. C'est quand il y a une distorsion, une contradiction, un message voilé, brouillé. Et là, il arrête. Bon, pourquoi j'ai fait ce petit développement, enfin, ou ce long développement? Parce que cette expérience-là, si elle vaut pour l'individu, elle vaut pour la société. Un discours qui se contredit, et de la part des scientifiques, dont on dit avec raison qu'ils représentent l'autorité de la compétence, un discours qui se contredit, crée un fossé ou une rupture avec l'opinion publique. Bon, la compétence, vous savez qu'elle est symbolisée toujours par la blouse blanche, hein, comme dans le cas du film, et que les sociologues distinguent 4 types d'autorité. Hein, l'autorité l'autorité charismatique, hein, le charisme, l'autorité institutionnelle, donnée par la loi, l'autorité traditionnelle, donnée par la tradition ou par l'âge. La science symbolise, ou symbolisait, incarner l'autorité par la compétence. À chaque fois, et il y en a beaucoup, hein, on voit dans les médias, la télévision par exemple, hein, un débat où des scientifiques se prennent le bec, se contredisent, l'effet est désastreux. Et j'ai en mémoire certains types de débats opposant ce qu'on appelle aujourd'hui les climato-sceptiques. Je crois qu'un monsieur comme Claude Allègre en fait partie, hein, il me semble, hein, avec ceux qui tirent la sonnette d'alarme, donc pas les climato-sceptiques, mais les autres, hein, les climato-alarmistes. Hein. Les personnes de mon entourage, et moi-même d'ailleurs, on dit il n'y a pas de vainqueur. Si la science qui incarne la compétence se contredit, on est enclin à ne faire confiance ni à l'un ni à l'autre. Et quand on sait en plus, et là je parle de mon entourage personnel, que les seuls vecteurs de la médiation scientifique, pour beaucoup de gens que je connais à la télévision, sont les frères Bogdanov, on se dit que... Bon. Alors, je vais avancer parce que je voulais arriver au diagnostic qu'a fait quand même le Haut Conseil. Hein. On est arrivé à classer 3 catégories de peurs qui peuvent expliquer ce lien de défiance. Alors, les peurs liées à des nouveaux désordres écologiques, directement impliqués par la recherche et ses effets. Alors évidemment, hein, je ne vais pas trop développer, mais ça concerne aussi bien la chimie, hein, je sais qu'on est à Toulouse, et l'augmentation des gaz à effet de serre et de leurs conséquences, ça concerne l'insécurité, un certain nombre d'insécurités liées à l'environnement, la prolifération des OGM, les peurs liées aux effets néfastes sur la santé des nouvelles technologies. Alors évidemment, ça concerne aussi bien la conséquence des ondes électromagnétiques sur la santé, sur des téléphones portables, les nanotechnologies, enfin bon, mais aussi l'incurie des industriels qui ont pu utiliser en toute impunité de l'amiante pendant des années. Enfin, ça concerne plein de choses, hein, les scandales liés aux médicaments. Et troisième peur qui a été répertoriée par le Haut Conseil, les peurs liées à des nouvelles formes de manipulation et de contrôle des individus. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des... Vous savez, les puces, là.
Alors là, c'est très présent, hein, et c'est un thème qui commence à devenir très important. Hein. Cette idée que la science, finalement, elle sert à contrôler les individus. La science et la technologie, hein, observer, ficher. Certains vont même jusqu'à employer une expression très intéressante, hein, qui est une expression qui est empruntée à un célèbre roman. Vous voyez à quoi je fais allusion, c'est l'expression « science Big Brother hein, », référence à l'ouvrage d'Orwell, 1984. La peur d'une science Big Brother. Jamais on n'aurait eu cette expression-là ou cette idée-là, enfin au XIXe siècle, ça c'est sûr. Hein. Alors, les réponses qui ont été données, maintenant, et que le comité d'éthique, le Haut Conseil a rappelé, 3 grandes réponses. Création d'un comité d'éthique. Vous vous souvenez, c'est en 1983 que François Mitterrand avait créé un comité d'éthique pour encadrer, surveiller la recherche, déterminer ce qu'il est interdit ou possible de faire. L'instauration, et ça on nous en rabat les oreilles avec ça, du principe de précaution et les efforts de médiation scientifique à destination du grand public. Force est de constater, en tout cas c'est ce que le Haut Conseil a constaté, que ces trois solutions, ou ces 3 moyens, n'ont pas répondu à leur but. Bon, il serait peut-être trop long de développer les raisons pour lesquelles on pense que ces 3 moyens n'ont pas été efficaces. Moi, je voudrais m'attarder quelques minutes sur le deuxième. Et pour dire que je me suis aperçu, notamment à travers des interventions que j'ai pu donner ici et là, que le grand public n'a pas du tout compris ce qu'on appelle le principe de précaution. C'est une expression qui n'est pas comprise. Hein. Je me souviens d'une discussion avec le public qui disait, voilà, le principe de précaution, c'est il faut prendre ses précautions, il faut faire attention. Quand on fait des expériences, faire attention, quoi. On va être précautionneux. C'est pas ça du tout. Pas ça du tout. L'expression principe de précaution, je vous l'ai dit, elle s'origine dans un travail philosophique d'abord, hein, du philosophe allemand Hans Jonas, qui a publié un ouvrage capital en 1979, Le principe responsabilité, dans lequel Hans Jonas prétend essayer de définir ce qui pourrait correspondre à la sagesse technologique. Et Hans Jonas définit le principe, enfin ce qui sera appelé après le principe de précaution, hein, mais les termes sont très proches, hein, comme une attitude qui consiste à prendre les options suivantes. Alors, comme c'est très précis, je vais lire la phrase exacte hein, de Hans Jonas. Voilà ce qu'il dit. Hein. Le principe de précaution, ou ce qui sera appelé comme tel, hein, implique que soit interdite toute technologie qui comporte le risque de détruire l'humanité. Ce risque soit-il minime ou improbable. Cela signifie, et c'est ça le point important, que si une technologie peut entraîner plusieurs effets possibles, il faut décider comme si le plus mauvais, le pire allait s'accomplir. Et c'est là notre responsabilité commune. Donc il ne s'agit pas simplement de prendre ces précautions, il s'agit de faire un pari sur le pire, pour que le meilleur arrive, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est une posture qu'on peut considérer comme extrêmement difficile à assumer pour un chercheur. Hein. Je ne sais pas comment vous pouvez comprendre et admettre ce principe, hein, parce qu'en même temps, Hans Jonas reconnaît qu'il y a une incertitude scientifique. Il n'y a pas de risque zéro en science, ça n'existe pas le risque zéro dans toute recherche. Par conséquent, ce principe, aussi restrictif soit-il, doit être couplé, et c'est tout le paradoxe et la difficulté, en même temps avec l'affirmation de l'incertitude scientifique, et donc avec la nécessité parfois d'agir malgré tout. Donc, politique du pire, prévision du pire, pour s'assurer du meilleur, nécessité d'agir, et nécessité de reconnaître aussi qu'il n'y a pas d'omniscience dans la recherche. Sinon il n'y aurait peut-être pas de recherche déjà. Hein. Bon, sachez que un certain nombre de philosophes, et j'en cite un, alors là c'est un long texte, mais il me paraît tellement important, un certain nombre de penseurs, là c'est un extrait d'un ouvrage de Michel Onfray,
disent que ce principe de précaution, repris par les politiques, ce n'est que la forme institutionnalisée des peurs irrationnelles de l'opinion publique. En fait, les peurs irrationnelles de l'opinion publique vis-à-vis de la science ont trouvé une espèce, dit-il, de traduction institutionnelle dans une posture qui est le principe de précaution. Mais pour lui, ce principe de précaution, et il a quelques raisons de le dire qui me paraissent assez fortes, pour lui, ce principe de précaution, c'est un peu une mascarade. En tout cas, c'est un jeu de dupes. C'est une manière de présenter comme rationnelles toutes les peurs irrationnelles de la société. Alors, ce que dit Michel Onfray, là, je trouve ça très pertinent. Il écrit, comme dans toutes les périodes de changement, voire de bouleversements majeurs, les angoisses guident le monde et imbibent les commentaires. Elles saturent les avis, les jugements et renvoient plus à l'épidermique qu'au rationnel. Les peurs dues au transgénisme, par exemple, ressemblent à s'y méprendre à celles qui accompagnent la naissance de l'électricité ou du chemin de fer. La médecine transgénique n'est en soi ni bonne ni mauvaise, elle obéit au régime de la technique en temps normal. Ses fins, et rien d'autre, décident du jugement moral possible, condamnation ou éloge. Certes, les obscurantistes partent du principe sophiste à souhait qu'on peut ne pas constater effectivement les dégâts aujourd'hui, mais qu'au nom de demain, qui sûrement révélera le pire, on doit s'interdire tout progrès sur l'instant. Et c'est la conclusion qui est intéressante. Voilà ce qu'écrit Onfray. Le principe de précaution pose le pire comme certain et contraint à réfléchir en regard d'un postulat gratuit, présenté comme une vérité démontrée. Tout le problème est de savoir si c'est un postulat gratuit ou pas. Bon. Alors, je voulais vous dire, parce que vous pouvez vous poser la question, mais et l'enseignement dans tout ça? On en a parlé aussi dans ces débats du Haut Conseil. Bon, le monde de l'enseignement, là je pense aux élèves et aux étudiants, évidemment ça ne représente pas toute la société, mais enfin bon, d'une part, beaucoup d'entre eux seront les scientifiques de demain, et c'est quand même une part importante de l'opinion publique. Moi je n'arrête pas d'entendre dire que les études scientifiques sont boudées. Bon, moi je veux bien, j'ai enseigné longtemps en lycée, je peux vous dire que s'il y a vraiment une section qui est en danger, c'est les sections littéraires. Dans beaucoup de lycées, vous n'avez plus qu'une classe de L. Moi, je veux bien admettre qu'il y a une désaffection des élèves pour les sciences, même si je ne l'ai pas constaté, mais bon, apparemment, il y a des chiffres. Et je voulais vous dire que par rapport à l'enseignement, le Haut Conseil a eu cette remarque que j'avais prise en note, et encore une fois, qui n'est pas secrète, et que je me permets de vous lire ici. Le Haut Conseil a constaté qu'on reproche aux enseignements scientifiques d'être trop orientés vers des finalités purement opératoires, utilitaires et vidés de ce qui fait sens au sein d'une théorie, dans un corps de connaissances données. L'acquisition des sciences est perçue comme une marche forcée, au terme de laquelle les étudiants parviennent à une mémorisation plus ou moins heureuse de résultats souvent perçus comme des recettes mises bout à bout et qu'ils ne peuvent comprendre. Car pour comprendre, il faut être capable de considérer un ensemble de connaissances dans leur totalité interactive, ce qu'un ensemble de recettes ne permet pas de faire. Alors moi, en lisant ce texte, et je sais que je m'adresse à beaucoup d'enseignants dans la salle, je me dis, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez l'impression que ça se passe comme ça? Alors peut-être que vous pourrez me le dire quand on fera la discussion. J'avais prévu, mais je ne vais pas le faire parce que je vois que l'heure est presque arrivée au terme de la réflexion, de vous parler du vrai divorce, celui-là, entre les philosophes et les sciences. Sachez que ce divorce est apparu au XXe siècle. Je ne pourrais pas développer ce propos, mais vous avez des ouvrages très importants en philosophie. Je pense à un ouvrage comme Michel Henry, qui s'appelle La barbarie, des années 60, fin des années 70, qui montre que la science est une forme de négation de la vie. C'est une objectivation du réel. Il y a une négation de la vie, notamment à travers les applications. Par exemple, il dit le travail rationalisé, le travail standardisé, ni la vie, ni NINE, et que c'est un des effets de la science. La science, dit-il, nous procure une progression plus qu'un progrès. Sachez qu'une philosophe comme Isabelle Steiningers, qui a écrit un ouvrage remarqué dans les années 70,
avec un prix Nobel de physique, là, Ilya Prigogine, la Nouvelle Alliance, ne cesse de critiquer dans cet ouvrage l'exclusivisme, le discours exclusif des scientifiques qui n'admettent pas d'autre rapport à la réalité qu'un rapport qui est celui de décomposer le réel. Expliquer pour la science, c'est mesurer et décomposer. Je ne parle pas de la physique quantique pour les mesures, mais c'est décomposer. On va dire que la grande majorité des philosophes au XXe siècle se sont ralliés à une autre approche du réel qu'on appelle phénoménologie. Et la phénoménologie essaye d'une manière que je ne peux pas développer, je sais que c'est peut-être frustrant, mais la phénoménologie essaye de prendre en compte l'appréhension subjective du réel. C'est-à-dire de considérer la réalité dans son épaisseur, ce que ne peut pas faire la science. Et encore une fois, ce n'est pas un reproche qu'on fait à la science. Simplement, savoir que la science impose un mode d'explication, de dévoilement de la réalité, qui lui est propre. Mais ce que les philosophes reprochent en général à la science, c'est de présenter ce mode de dévoilement. Alors, pour terminer cette fois vraiment, je voulais vous dire pourquoi j'avais demandé à Yves, si c'était possible, de mettre... alors, je vais vous la mettre... cette œuvre que j'aime beaucoup, qui est un tableau peint par le peintre italien Giorgio... Alors, je ne sais pas si on dit de Chirico ou de Chirico. Merci. Giorgio de Chirico. Alors, vous voyez, le titre, c'est Le Grand Métaphysicien, 1924-1926. Cette œuvre, moi, elle me parle. Alors, je ne sais pas si elle vous parle, mais je voudrais, pour terminer, vous dire comment je la comprends. Si, de votre côté, ça peut évoquer des idées semblables, ou différentes d'ailleurs. Vous voyez, on voit un personnage de dos qui n'a pas l'air humain. Enfin, est-ce que c'est un extraterrestre ? Pas de cheveux, c'est pas une peau très blanche, on ne voit pas son visage. Il est comme enchâssé dans une espèce d'accoutrement. Alors cet accoutrement bizarre, vous avez vu, il y a très peu de formes arrondies. Enfin, ce sont des... C'est difficile, on semble percevoir tout en haut là, une équerre, ou plusieurs équerres même. Alors, comment est-ce qu'on interprète en général cette œuvre ? Cet habit fait visiblement référence à notre rationalité d'essence géométrico-mathématique, à notre rationalité logico-mathématique. Rationalité où on mesure et où on appose sur la réalité un certain nombre d'outils, d'instruments qui sont ceux de la science. Et comme vous le voyez, c'est l'habit dans lequel ce personnage se trouve enfoncé. Mais c'est un habit qui est fait de bric et de broc, parce que l'histoire des sciences est faite de bric et de broc. Elle est discontinue, l'histoire des sciences. Ça, vous le savez. Et puis, on a l'impression qu'il va se casser la figure, le personnage. On a l'impression que c'est un équilibre instable. Vous savez, quand j'ai entendu récemment, là, il y a 2 ou 3 jours, cette annonce qui a été faite dans les médias sur laquelle des neutrinos iraient plus vite que la vitesse de la lumière, je me suis dit, ça y est, il va se casser la figure, le personnage. Bon, et surtout, et je terminerai là-dessus, ce que dit le tableau, c'est que malgré tout le génie humain qui se déploie dans la science, nos instruments, nos outils logico-mathématiques sont en complète inadéquation avec le réel, dont on devine, plus que devine, dont on voit la profondeur et l'obscurité, tout ce noir. Il y a une inadéquation fondamentale entre notre rationalité logico-mathématique et ce que certains philosophes et penseurs orientaux appellent l'infini mystère du réel. Voilà, je vous remercie.